Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire Alternance et handicap, comment conseiller les employeurs, qui est plus particulièrement destiné aux professionnels néophytes en matière de handicap. Donc nous allons commencer ce webinaire. Juste avant de commencer, peut-être quelques indications techniques. Vous avez en haut à droite de votre écran une petite flèche qui vous permet d'accéder à une boîte de dialogue et de poser des questions et de répondre au sondage. Alors, je vous remercie d'utiliser plutôt l'onglet chat pour toutes les questions relatives à des points techniques. Et d'ailleurs, si vous avez des difficultés de connexion, je vous invite à utiliser le navigateur Chrome qui est plus efficient pour l'application Livestorm. Vous pouvez aussi utiliser l'onglet questions pour poser des questions aux participants. Sur cet onglet questions, vous avez aussi la possibilité de voter pour une question, ce qui nous permet de savoir quelles sont les questions qui sont populaires et de les poser en priorité. Nous aurons aussi la possibilité, dans la deuxième partie de ce webinaire, de vous faire monter directement sur scène si vous avez des questions. Alors, bien évidemment, le webinaire, le PowerPoint du webinaire vous sera envoyé par courriel avec un certain nombre aussi de documents complémentaires. Vous pourrez accéder au replay de ce webinaire pendant une semaine sur le site et ensuite sur la chaîne YouTube du PRITH. Et voilà, alors nous allons commencer peut-être par un premier sondage pour tous, et histoire qu'on puisse savoir un petit peu qui est là. Donc, si vous allez dans l'onglet sondage, vous pouvez donc nous demander, on vous demandera, je vais y arriver, quel est votre type de structure et quel est votre département. Voilà. Donc, je pense qu'une fois toutes ces considérations techniques avancées, nous pouvons donc commencer ce webinaire. Donc, je rappelle le titre, Alternance handicap, savoir informer les employeurs. Alors, je m'appelle Evelyne Manine et je suis chef de projet de la mission de coordination du plan régional pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Alors, c'est un plan d'action qui est animé et piloté par l'État, ici représenté par la DRETS, l'AGFIP, le FIPHFP, l'ARS et Pôle emploi. Ce plan régional définit la politique régionale en matière d'emploi des personnes handicapées en Nouvelle-Aquitaine. Mais ce plan d'action est aussi un plan d'action co-construit autour d'objectifs partagés que se fixent les acteurs de l'emploi et de la formation. Et justement, c'est dans ce cadre qu'un groupe de travail a été mené avec les acteurs de l'alternance, avec pour question de départ quelles actions mener auprès des employeurs pour développer les contrats en alternance au bénéfice des personnes handicapées. En effet, ce qui avait été constaté, c'est que une augmentation certaine des contrats en alternance d'environ 40%, mais en même temps, une baisse de 40% des contrats en alternance pour les personnes handicapées. Donc, dans le cadre de ce premier groupe de travail, la solution qui a été trouvée finalement pour appuyer le développement des contrats en alternance, c'est d'abord, dans un premier temps, de s'appuyer sur l'existant. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de rajouter une feuille au millefeuille, comme on dit, mais de s'appuyer sur les dispositifs existants avec 3 actions qui ont été décidées. Une première, c'est de mettre à disposition de tous les organisateurs d'événements sur l'alternance des outils fiables, on va dire, pour avoir une information sur le handicap, de façon à venir étayer l'information, de pouvoir identifier aussi parmi les réseaux existants des employeurs qui soient ambassadeurs du handicap, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un employeur pour convaincre un autre employeur. Et enfin, et c'est l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui, d'informer aussi l'ensemble des professionnels de l'alternance qui sont en contact avec les employeurs de ce que peut être le handicap et des possibilités qui peuvent être offertes aux employeurs, de l'intérêt qu'il peut y avoir à prendre une personne en situation de handicap en alternance, avec un minimum d'informations et surtout un minimum de relais aussi pour pouvoir mieux informer ces employeurs.
Donc voilà, un petit peu le contexte de cette réunion. Je vais passer la parole à Kevin Pascobec, qui va se présenter d'ailleurs tout seul et va nous proposer le programme de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je commence par me présenter, Kevin Pascobac. Je suis chargé d'appui de développement à la coordination du PRTH Nouvelle-Aquitaine et référent sur l'axe 3 du PRTH, à savoir la mobilisation des employeurs publics et privés. Je vais pour commencer vous présenter donc les objectifs de notre webinaire d'aujourd'hui. L'idée donc c'est de sensibiliser au handicap, sensibiliser et apporter des informations sur le handicap pour les professionnels de l'alternance, autrement dit vous, qui conseillent et qui orientent les employeurs sur les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Donc concrètement, l'idée aujourd'hui, c'est de vous permettre d'accéder à un niveau d'information minimal, vraiment l'essentiel, sur les aides des services facilitant l'accès à l'alternance des personnes en situation de handicap. C'est aussi l'idée, c'est de pouvoir vous permettre de répondre utilement aux questions des employeurs que vous rencontrez, et enfin donc de vous aider à analyser leurs demandes et les orienter vers les bons relais. Pour répondre à ces divers objectifs, je vais vous présenter maintenant le programme du webinaire ainsi que les différents intervenants. Donc, pour commencer, nous allons, histoire de commencer sur les mêmes bases pour tout le monde, donner une définition du handicap et lancer un petit quiz interactif. Ensuite, nous pourrons ouvrir sur la thématique de l'alternance grâce à Mme Mélie Charron-Renaudi, qui est chargée de mission insertion professionnelle et référente apprentissage au sein de la DRETS Nouvelle-Aquitaine. Nous continuerons avec les spécificités de l'alternance pour les personnes en situation de handicap, qui nous seront données par M. Wilfried Grison, délégué régional KEOPS. Ensuite, nous pourrons continuer avec donc, les questions de l'alternance et handicap dans le secteur privé, avec l'intervention de Marie Blanchard, chargée d'études et de développement AGFIP. En toute logique, nous poursuivrons avec l'apprentissage dans le secteur donc, public, avec Florence Guéry, directrice territoriale au handicap du FIP-HFP. Ensuite, nous passerons la parole à Gisèle Texera, donc chargée d'appui et de développement au Centre Ressources Formation Handicap, pour aborder la sécurisation des parcours des apprentis en situation de handicap. Et enfin, nous pourrons terminer avec un temps d'échange avec vous tous pour répondre à vos questions et partager vos expériences afin de pouvoir clôturer sur une bonne note participative. Evelyne, je te redonne la parole pour le quiz et la définition. Ah, tu as ton micro de coupé, je crois. Je ne sais pas si tu vois les résultats du sondage. Ah oui, si, excusez-moi, c'est vrai. Effectivement, on vous a lancé un petit sondage en tout début de webinaire sur les participants. Donc, on vous remercie d'être si nombreux à vous être inscrits aujourd'hui. Pour l'instant, vous êtes 95 à nous avoir rejoints. Cela continue de monter pour le moment. En termes de participation, donc en termes de localité, on va dire, vous êtes un tiers à provenir de la Gironde. Les départements 64 et 17 sont aussi bien représentés. Cela continue de monter au fur et à mesure. On pourra revenir par la suite. Les personnes nous rejoignent petit à petit. Et en termes de type de structure, nous avons la moitié des participants qui sont des organismes de formation. Un tiers proviennent des services publics de l'emploi, essentiellement des agences pour l'emploi. Nous avons également de représenter des OPCO, des centres de gestion, ainsi que des chambres consulaires. Voilà. Et pareil, ça continue de monter au fur et à mesure que les personnes nous rejoignent. Merci. Merci Kevin. Donc on va commencer par quelque chose de basique, enfin de savoir ce qu'est le handicap. Donc la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap définit pour la première fois ce qu'est le handicap. Alors bon, c'est une définition un peu complexe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne. Alors là, la première chose importante à remarquer dans cette définition, c'est la notion effectivement d'environnement, parce qu'on ne peut pas séparer la notion de handicap de la notion d'environnement. C'est effectivement quelque chose qui doit être vu ensemble, et le handicap ne peut se mesurer que dans un contexte. Ainsi, pour donner des exemples simples, un boulanger qui est allergique à la farine, une fois qu'il a passé un diplôme de comptable et qu'il est comptable et qu'il n'est pas exposé à cet environnement où il y avait de la farine, il est de ce fait moins en situation de handicap. De la même manière, une personne, par exemple, non-voyante qui a un poste adapté et qui est, par exemple, aussi comptable, va peut-être avoir moins de difficultés en termes de ressenti du handicap, en tout cas dans son travail,
qu'une personne qui est aide-soignante, par exemple, avec une lombalgie. Donc, une première information importante, c'est que la notion de handicap ne peut se définir qu'en fonction d'un environnement. Autre partie de cette définition, c'est que donc c'est une limitation de participation dans un environnement, mais pour une personne qui a une altération substantielle et durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Et là, on voit bien que cette loi sur le handicap ouvre largement la notion de handicap. Et notamment, ouvre cette notion de handicap aux problèmes de santé psychique et aussi aux maladies invalidantes qu'on avait peut-être aussi tendance à oublier. Donc voilà, donc sans plus de commentaires sur cette définition du handicap, on va peut-être passer aussi à un petit quiz, parce que ce qu'il faut savoir quand on conseille aussi les employeurs, c'est qu'il y a un certain nombre de préjugés, de représentations sur le handicap qui sont importantes et qui vont orienter peut-être les questions que vont vous poser les employeurs. Alors, ce qu'il faut savoir pour vous, c'est que bon, c'est pas grave d'avoir des représentations parce qu'on a tous des représentations, parce que c'est une façon que l'on a, nous, les êtres humains, en fait, de se représenter le monde. Mais c'est vrai qu'il est important que ces représentations soient basées sur des choses réelles et en fait, il y a beaucoup de choses fausses, comme on dit aussi des fake news qui circulent sur le handicap. Donc, on va vous passer un premier petit quiz. Kevin, sur une première idée reçue. Voilà, je ne peux pas accueillir une personne en situation de handicap car je n'ai pas d'ascenseur. Alors, on vous demande de cocher d'accord ou pas d'accord. Donc, vous avez un petit peu de temps. Bon, les réponses arrivent très très vite et c'est assez tranché. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la partie sondage sur la droite de votre écran, vous verrez effectivement les deux réponses possibles. Bon, dans l'ensemble, on a l'impression qu'il y a déjà une bonne sensibilité au handicap par rapport aux réponses qui sont données. Donc, quelle était la bonne réponse, Kevin? Alors oui, justement, j'attendais que les réponses se stabilisaient petit à petit. Alors effectivement, à 95%, vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase, et c'est très bien d'ailleurs, car effectivement, seulement 4% des personnes en situation de handicap sont au fauteuil roulant. De plus, il existe de nombreuses solutions d'accessibilité et toujours par rapport au handicap, on va dire physique, il est important de savoir que seulement 15% des embauches de travailleurs handicapés nécessitent une adaptation de poste. Donc la situation d'un handicap physique et plus précisément d'un fauteuil n'est pas normalement du tout un frein pour une embauche. On passe à la deuxième question. Donc là, c'est la personne en situation de handicap que voilà, n'a pas besoin d'aménagement particulier, son handicap ne se voit pas. En tout cas, vous répondez très vite et de manière assez juste. Voilà, donc apparemment personne n'est tombé dans le piège. Personne n'est tombé dans le piège. C'est bien donc voilà, c'est bien donc effectivement 80% des handicaps ne se voient pas. La notion de handicap est effectivement très large. Et il est important voilà, de pouvoir se dire que ça n'est pas parce qu'une personne n'est pas en fauteuil, n'a pas de difficulté de mobilité, n'a pas de surdité, quoique même la surdité parfois peut ne pas se voir, voilà, qu'elle n'est pas effectivement en situation de handicap. Le troisième sondage. Oui.
Alors, pour le troisième sondage, on amène ici donc un préjugé que l'on peut souvent retrouver chez un employeur qui s'inquiète de la situation. Par exemple, si j'embauche une personne handicapée, cela va ralentir l'efficacité, la productivité de mon équipe. De la même manière, on vous soumet au vote. Je crois que nous avons des participants qui ne sont pas si néophytes que ça sur les questions du handicap. En tout cas, ça, c'est très bien. Donc effectivement, donc à 98%, vous avez tout à fait raison de dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée. En fait, souvent, d'après les études, c'est souvent le contraire. Un travailleur handicapé a une meilleure assiduité au travail que la moyenne. En général, ils ont un absentéisme inférieur aux personnes sans situation de handicap. Ceci peut par exemple s'expliquer par des parcours souvent plus difficiles, plus chaotiques, qui les incitent à s'impliquer davantage dans leur poste et à vraiment faire en sorte de s'y maintenir au contraire. De plus, être intégré à une équipe, un travailleur handicapé peut apporter de la diversité et une capacité à relativiser pour l'ensemble de ses coéquipiers en fait. Donc cela peut même parfois amener à de meilleures performances et à une très bonne ambiance de travail. Et on va arriver à la dernière question. On va arriver à la dernière question. Voilà, donc c'est une question à peu près aussi assez classique. Mon service est en relation avec le public, je ne peux donc pas embaucher une personne handicapée. Voilà, je vous laisse un petit peu répondre, mais... Mais le résultat est déjà joué. Voilà, est déjà joué. Donc, ben, vous êtes très fort. Félicitations. Donc, effectivement, ben, on l'a bien vu tout à l'heure, étant donné la grande diversité des handicaps, voilà, on ne peut pas du tout laisser un employeur dire qu'embaucher une personne handicapée pourrait nuire à sa relation clientèle. Bon, d'une part, ça peut être une très bonne chose aussi pour un employeur de pouvoir montrer qu'il est en capacité d'embaucher une personne en situation de handicap. Et d'autre part, le fait que 80% des handicaps ne se voient pas, voilà, fait que ça n'est pas un argument, on va dire, pour ne pas embaucher une personne en situation de handicap. Donc voilà, on a fini sur cette partie handicap. On peut continuer peut-être Oui. Alors justement, pour pouvoir poursuivre, je vais retirer rapidement donc, le support de présentation afin de laisser la parole à Mélie Charouin de l'ADRETS au sujet de l'alternance. Oui, bonjour à tous. Alors, j'en profite pour saluer les collègues, les partenaires qui sont hors Nouvelle-Aquitaine, puisqu'a priori, je vois dans le chat que certains n'ont pas trouvé leur département, parce qu'en fait, voilà, nous sommes des acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine, mais je pense que les collègues, si je ne me trompe pas, dans les départements de Bretagne, Pays de la Loire ou Grand Est sont les bienvenus. Donc, bonjour à tous. Alors, je suis chargée de mission auprès de la DRETS Nouvelle-Aquitaine, sur tout ce qui concerne la formation professionnelle, mais surtout l'apprentissage. Donc, je rappelle, mais comme je vois qu'il y a quand même beaucoup d'OPCO et de centres de formation, qu'il y a quand même une politique très volontariste de la part de l'État pour développer les formations par alternance, parce qu'on le sait, c'est un bon vecteur d'insertion pour l'emploi. Et c'est une situation voilà, qui fonctionne plutôt bien et qui permet à la fois à l'employeur d'avoir un salarié, parce que c'est la réalité, c'est un contrat de travail, mais aussi aux jeunes de se former, d'avoir une première expérience professionnelle. Je dis jeunes par abus de langage, puisqu'effectivement, vous le savez, pour les personnes bénéficiant d'une RQTH, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà, donc il y a un soutien assez fort qui a été accentué par la réforme de 2018, et puis surtout dans le cadre du plan de relance, puisque il existe des aides, alors qui sont quand même très conjoncturelles, puisqu'a priori, elles sont jusqu'au 31 décembre, probablement jusqu'en juin, d'après les annonces du ministre, mais moi, en tant que juriste, j'attends le décret. Donc, voilà. Mais effectivement, il y a quand même des aides importantes, 1 000 € la première année pour un apprenti majeur. Et après, si ils sont éligibles à l'aide unique, que vous devez connaître également, elle peut prendre le relais. Cela étant, elle est limitée cette fois au niveau inférieur ou égal au baccalauréat, alors que l'aide exceptionnelle était ouverte à tous les contrats. J'en profite pour rappeler que ces aides donc de soutien en fait, au recrutement d'alternants sont tout à fait cumulables avec les autres aides qui vont vous être présentées par les partenaires durant ce webinaire. Voilà pour moi.
Mais de toute manière, si vous avez des questions, je dirais plutôt régaliennes, je prendrai la parole sans difficulté ou je vous répondrai sans difficulté, je ne sais pas. Pour prendre la parole pour répondre, c'est autre chose. Et sinon, n'hésitez pas sur les questions en ligne. Autant que faire se peut, j'y répondrai. C'est pour avoir le micro, Kevin. Ah oui, merci. Oui, effectivement, je remercie Émilie pour sa présentation et j'invitais donc les participants à noter leurs questions pour y répondre du coup en fin de webinaire. Je vais rediffuser le support de présentation afin de donner la parole à M. Wilfried Grison afin de pouvoir continuer sur les présentations de chacun. Et je vous donne la main du coup. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Wilfried Grison, je suis donc délégué régional de Keops Nouvelle-Aquitaine. Et donc c'est le réseau donc, qui représente les cap emploi de chaque territoire, sur chaque département. Moi, je voulais faire un point effectivement lors de ce webinaire sur les choses un petit peu communes au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation, qui sont quand même assez importantes pour toute personne que nous accompagnons au sein des SPE. Bien sûr, pour les points communs, c'est que l'alternant a un contrat de travail, pardon, c'est très important. CDD ou CDI, hein, donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Le contrat de travail est une solution effectivement pour la personne, c'est-à-dire qu'elle pourra effectivement aussi bien conjuguer la formation que son expérience sur le terrain. Hein, souvent, la difficulté, c'est de partir en formation puis de trouver un emploi. Là, on va pouvoir conjuguer les deux. Je crois que la collègue effectivement de la DREDS l'a dit tout à l'heure, c'est très important. Les contrats sont accessibles effectivement dès 16 ans et surtout donc on le met en avant quel que soit l'âge de l'alternant, hein, bien sûr avec la reconnaissance du travailleur handicapé. Et puis effectivement la formation est adaptée aux besoins de l'alternant et de l'employeur. Un peu plus loin dans la présentation du slide. Donc, globalement, le Cap emploi pourra assurer et sécuriser ce dispositif hein, pour l'alternant et l'employeur, donc à travers de l'intégration, la pérennisation et l'accompagnement en emploi et en formation. Le point important, effectivement, c'est de ne pas oublier qu'effectivement la formation n'est pas négligeable et pourra être effectivement accompagnée par Cap emploi. Après, on peut donner les spécificités effectivement de chaque. Mais souvent, bien sûr, la durée du contrat sur l'apprentissage, 6 mois, c'est assez rare, mais effectivement plutôt jusqu'à 4 ans, puisqu'on peut adapter effectivement la durée de ce contrat. Les formations, donc chaque année pour l'apprentissage, c'est minimum 400 heures hors de l'entreprise, donc vraiment souvent, principalement et quasiment souvent en CFA. Et le contrat vise l'obtention d'un diplôme aussi, voire actuellement d'un titre professionnel, les RNCP, donc le registre national des contrats. La spécificité des contrats de professionnalisation, pareil, effectivement, durée minimum 6 mois. On connaît souvent jusqu'à 24 mois et j'ai mis effectivement voir spécifiquement pour le contrat expérimental jusqu'à 36 mois. Parfois, on peut avoir besoin effectivement d'une durée un peu plus importante entre de la formation externe et de la formation interne, voire AFEST. La formation donc, sur les contrats de spécialisation donc, est comprise entre 15 et 25% donc, de la durée du contrat, avec un minimum de 150 heures. Voilà, il faut effectivement avoir ce minimum-là. Et là aussi, je dirais le contrat de spécialisation pour chaque personne vise à l'obtention d'une qualification. Alors, on peut dire jusqu'à un CQP, par exemple, mais voire aussi d'un diplôme. La particularité, là, on la met sur le contrat d'apprentissage, une majoration donc avec l'OPCO, donc l'OPCO des entreprises, qui pourra, suivant la situation du handicap de l'apprenti et de la loi Avenir professionnel, permettre effectivement la mise en œuvre d'un système de majoration. Donc là, c'est vraiment spécifique et assez récent, puisque vous le voyez, donc je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais le décret de novembre 2020, donc avec l'évolution de septembre 2020, qui donne les modalités de cette majoration, donc voir concrètement avec l'OPCO. Ça se fait souvent en automatique, hein, puisque le CERFA que vous faites, donc que l'employeur et le salarié vont faire, voilà, pourra effectivement renseigner automatiquement, puisque la case reconnaissance de travailleur handicapé sera cochée. Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est les modalités classiques effectivement de l'apprentissage. Voilà. Ça marche. Donc, par rapport
rapport à donc, notre réseau, le réseau des Cap Emploi, donc l'accompagnement effectivement de la personne, de l'employeur, on va pouvoir sécuriser le parcours de l'alternant et donc de l'employeur. Donc à travers les 3 points très importants, élaborer et valider le projet alternance handicap, c'est toujours pareil là aussi un petit peu la problématique binôme projet et alternance handicap. Donc là on va aller chercher effectivement par ce dossier des prestations de droit commun, hein, donc je ne les ai pas détaillées, mais je pense qu'effectivement mes collègues pourront le faire dans la suite. Et bien sûr, nous irons chercher des prestations AGFIP et du FIP si c'est de l'apprentissage. On va surtout aussi valider avec l'employeur alternance et handicap, hein, puisque là pour lui ça va être aussi important. Où là, tout à l'heure on en a parlé, on va pouvoir faire des aides au recrutement, bien sûr faire de l'aide à la compensation et aux autres aides, mesures exceptionnelles spécifiques qui ont été mises en place principalement par la GFIP par exemple. Et puis, on va aussi surtout valider les conditions de formation avec l'organisme pour travailler rapidement, mais là aussi, il y aura une présentation de collègues effectivement sur des choses très spécifiques de l'accompagnement en formation. Et pour nous, au niveau du contrat, de son sécurisation de parcours, on va effectivement vérifier l'accessibilité, voir un petit peu la compensation qu'on peut apporter et adapter la formation si c'est nécessaire. Voilà un petit peu la présentation du réseau Cap Emploi et comment aujourd'hui on peut amener à mettre en place un contrat avec toute personne qui veut s'engager dans cette démarche et bien sûr en binôme employeur. Voilà. Voilà pour la présentation. Merci. Merci Wilfried pour cette présentation. Je vois que nous avons donc une première question qui est arrivée sur la droite de votre écran, donc par Monsieur Laurent Gauvin. Que se passe-t-il si on se rend compte du handicap après que le contrat soit signé, si le jeune ne l'a pas signalé, ou est-il possible de revenir en arrière pour faire des réajustements? Wilfried, si vous vouliez répondre peut-être à Monsieur Gauvin. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on va pouvoir réagir, on va pouvoir effectivement vérifier effectivement la problématique avec l'employeur et la personne. Et on pourra bien sûr travailler une solution complémentaire. Soit effectivement, on va travailler à travers, si c'est au bout de quelques mois, à travers du maintien. Hein, donc, on va travailler une solution pour aller chercher des compléments, de la compensation là aussi, pour qu'effectivement ce contrat perdure et dure dans le temps et surtout jusqu'à la fin pour que cette personne puisse avoir sa qualification. Et on espère le futur emploi. Merci. Si je peux juste compléter, Kevin, je suis désolée. Donc, je suis Gisèle Texerat, donc chargée d'appui développement au Centre Ressources Formation Handicap. Pour compléter, en effet, la réponse par rapport à l'OPCO, il y a la possibilité de faire un avenant au contrat en cochant la case RQTH ou un avenant à la convention de formation pour pouvoir bénéficier de cette majoration OPCO si toutefois elle n'a pas été demandée dès le départ. Et en effet, la RQTH, elle est obligatoire pour avoir la majoration OPCO. Il faut que la RQTH soit cochée au contrat. Il ne faut pas juste l'avoir. Ça, c'est important. Merci pour ces précisions. Du coup, je propose que l'on continue d'avancer, puis on verra les questions au fur et à mesure. Du coup, je vais donner la parole donc maintenant à Madame Marie Blanchard, chargée d'études et développement AGFIP, pour les questions de l'alternance handicap dans le secteur privé. Bonjour, merci beaucoup. Je vois que le support défile. Bonjour à toutes et à tous. Donc Marie Blanchard, chargée d'études et développement à l'AGFIP Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, l'AGFIP est fortement engagée aux côtés de l'État et de ses partenaires pour promouvoir l'accès à l'alternance, qui est un moyen privilégié et reconnu pour une insertion réussie des personnes en situation de handicap. L'AGFIP vient soutenir les entreprises dans leur engagement en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap et elle dispose également d'une gamme d'aides financières variées pour soutenir les employeurs et sécuriser les parcours de formation des apprenants à chaque étape du parcours. Vous retrouverez dans le support le lien vers la page AGFIP spécifique à l'alternance, où vous pourrez retrouver un ensemble d'informations et notamment un flyer, un 4 pages, que vous pouvez bien évidemment utiliser et remettre aux employeurs quand vous les rencontrez. L'AGFIP, en quelques mots, en quelques chiffres, vous rappelez que l'AGFIP est une association qui est chargée de développer l'emploi des personnes en situation de handicap, qui a une mission de service public. L'AGFIP, elle est née avec la loi du 10 juillet 1987, loi qui oblige toutes les entreprises privées de 20 salariés et plus à employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. C'est ce qu'on appelle donc l'obligation d'emploi
de travailleurs handicapés. Plusieurs modalités pour répondre à cette obligation d'emploi. L'emploi direct, la sous-traitance auprès du milieu protégé, mais également la signature d'accords ou encore la contribution financière auprès de l'AGEFIP. Et donc, l'AGEFIP vient gérer cette contribution des entreprises qui ne comptent pas au minimum 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif, et elle utilise ce fonds pour délivrer des services à destination des personnes et des employeurs, mais aussi des aides financières et des prestations. L'AGEFIP en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes donc 30 collaborateurs sur 3 sites, Poitiers, Limoges et Bordeaux, avec une volonté de réponse en proximité aux besoins des employeurs, aux besoins de nos partenaires et aux besoins des bénéficiaires. Nous venons de signer une convention nationale État-AGEFIP 2021, sur la période 2021-2024. Une des priorités de cette convention, c'est bien le soutien de la montée en compétences des personnes en situation de handicap par le développement de l'alternance et de la formation. Donc, nous allons développer un plan d'action avec l'AGEFIP, l'État, mais également le FIPHFP, pour augmenter le nombre d'alternants handicapés. Dans la slide suivante, l'objectif était de vous donner à voir nos grandes actions sur cette thématique-là, notamment l'action autour de l'amélioration du sourcing des personnes et de la complémentarité des offres de formation et d'appui à l'alternance, mais également notre souhait de contribuer à l'effort national de développement de l'apprentissage et de la professionnalisation. Et puis, troisième grand axe de notre plan d'action, c'est le développement de la professionnalisation des acteurs de la formation et l'accessibilité des formations, notamment via l'appui des ressources handicap formation. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on parlera du CRFH, dont Gisèle vous parlera tout à l'heure, Gisèle Texera. Voilà, donc c'est bien ces 3 actions que l'on souhaite porter au travers de cette convention. Petit focus, au-delà de cette convention État-AGEFIP, il y a donc les nouveautés législatives qui sont récentes et qui affirment également cette priorité de développer l'alternance pour les personnes en situation de handicap, dont a parlé Madame Charouin et dont a parlé également Monsieur Grison. Donc, on a parlé de la loi Avenir professionnel de septembre 2018, loi qui oblige tous les organismes de formation qui délivrent des formations par la voie de l'apprentissage d'avoir un référent handicap. Et puis, autre nouveauté dont parlait M. Grison, la possibilité de financement par les OPCO d'adaptation, d'aménagement qui viennent en compensation du handicap en formation. Et donc, c'est bien la première fois dans l'histoire de la politique handicap qu'il est prévu dans la construction même du mode de financement d'un dispositif de formation de droit commun la possibilité de financer des adaptations en compensation du handicap. Et donc l'AGEFIP, notamment au travers du CRFH, donc le Centre Ressources Formation Handicap, soutient les OPCO et les OFA dans l'appui à la mobilisation de ce financement. Une autre priorité de notre convention État-AGEFIP 2021-2024, c'est l'amplification de l'accompagnement des entreprises pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons une équipe de 7 personnes qui sont là pour accompagner les employeurs privés des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, donc avec une volonté de proximité et de connaissance des territoires. Dans notre offre d'intervention à destination des entreprises et plus largement du secteur du monde économique et social, nous avons 5 axes d'accompagnement. Le premier, offre, conseil, accompagnement, que vous voyez tout à gauche de ce schéma. L'objectif est bien d'accompagner les entreprises dans leur politique d'emploi, c'est-à-dire faire du diagnostic de leur situation, mettre en place un plan d'action et assurer un suivi. Et donc là, ce sont bien mes collègues de la Nouvelle-Aquitaine qui sont sur cette thématique mobilisation du monde économique et social, qui vont accompagner les entreprises. À titre d'exemple, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons 785 entreprises bénéficiaires au 31/12/2020 et on en a eu 277 nouvelles en 2020. Ensuite, nous avons le réseau des référents handicap dans les entreprises. Alors là, également, c'est une offre nationale. L'idée, c'est de développer et de professionnaliser les référents handicap des entreprises.
Nous avons en Nouvelle-Aquitaine 29 rencontres en 2020 qui permettaient de réunir l'ensemble des référents handicap des entreprises. Ça représente 151 entreprises jusqu'à présent, et donc 97 nouvelles qui nous ont rejoints en 2020. Nous avons également dans notre offre de services des actions sectorielles, territoriales et thématiques. Alors chez nous, dans notre jargon, on appelle ça les ASTT. L'idée, c'est bien de venir cibler des besoins spécifiques pour développer des projets. À titre d'exemple, donc nous avons des branches qui ont des besoins de recrutement et qui ont besoin de répondre à leurs obligations d'emploi. Eh bien, mes collègues qui sont sur cette thématique peuvent accompagner des actions avec l'OPCO, avec la branche, pour mettre en place des actions spécifiques. La dernière action en date est une action autour du transport. Et nous avons en Nouvelle-Aquitaine 3 projets à l'heure actuelle qui ont été repris par le national chez nous pour capitalisation. Ensuite, nous avons la partie partenariat, mobilisation du monde économique et social. Donc, on veut s'appuyer sur la force de tous les réseaux qui existent en Nouvelle-Aquitaine pour toucher davantage d'entreprises. Alors, je parle spécifiquement de la Nouvelle-Aquitaine parce que c'est plutôt notre cœur de cible aujourd'hui, mais l'ensemble de ces services que vous voyez à l'écran sont également valables sur l'ensemble de la France. Donc, au travers de ce partenariat avec la mobilisation du monde économique et social, on développe des partenariats avec le plus grand nombre d'acteurs en lien avec les entreprises, les organisations syndicales et patronales, les OPCO. Nous avons, en 2020, nous avons eu 7 partenariats financiers et nous avons en tout 25 partenariats MMES, mobilisation du monde économique et social, qui sont actifs. Et puis, pour compléter cette offre de services à destination des entreprises et du monde économique et social, un centre de ressources et de services en ligne avec une mise à disposition de ressources pour les acteurs du monde économique. Concernant, donc là, je vous ai parlé des services de la GFIP à destination des employeurs. Nous avons également des aides financières et des prestations qui vont être là pour sécuriser le parcours en alternance d'une personne en situation de handicap. Il nous semblait intéressant de revenir sur cette notion de sécurisation des parcours en alternance pour les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'il convient de venir interroger les besoins de compensation du handicap à toutes les étapes du parcours en alternance, que ce soit dans le cadre de l'élaboration ou de la validation du projet. Donc ça, c'est plutôt en amont. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la partie employeur et handicap, et également la partie organisme de formation et handicap. Donc ça, ce sera plutôt Gisèle Texera qui vous en parlera. Mais je voulais revenir avec vous sur cette partie employeur et handicap. Hop. Voilà. Alors, pour venir sécuriser le parcours en alternance d'une personne en situation de handicap, nous avons donc les aides au recrutement en contrat en alternance, dont vous a parlé Madame Charouin, avec les aides exceptionnelles de l'État et les aides majorées de la GFIP. On va revenir dessus en suivant. Et vous avez également donc toutes les aides de la GFIP qui sont liées à la compensation du handicap. Donc ça, c'est sur la partie aide. Et également, vous avez, donc sur la droite de ce schéma, les prestations de la GFIP et du FIPHFP qui sont là pour venir sécuriser les parcours de formation, les parcours en alternance, avec notamment ce qu'on appelle chez nous les PASS, les prestations d'appui spécifiques, qui sont des prestations qui peuvent être mobilisées par les référents de parcours du service public de l'emploi, Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, mais également les employeurs publics directement, qui sont des prestations qui sont spécialisées sur des types de handicap psychiques, mentaux, troubles cognitifs, auditifs, visuels, mais aussi moteurs, et qui vont permettre d'identifier les moyens de compensation pour permettre à la personne de suivre son parcours de formation, notamment chez l'employeur. Et nous avons également d'autres prestations qui s'appellent les EPAST et qui sont l'équivalent d'études ergonomiques. Pour revenir sur les aides exceptionnelles de l'État, dont parlait Madame Charouin, effectivement, l'aide de l'État couvre 80 à 100% du salaire de l'apprenti de moins de 26 ans la première année. Les montants peuvent aller de 5 000 jusqu'à 8 000 € pour les apprentis majeurs. Et puis, on notera que voilà, ces aides sont prolongées jusqu'au 30 juin, donc dans l'attente du décret d'application. De manière complémentaire
Alors, ce qui est intéressant sur cette slide-là, c'est que vous avez un simulateur qui vous emmène directement sur le site de l'État et qui vous permet de venir simuler pour voir le montant de cette aide de l'État en fonction de l'âge, du type de contrat et du secteur d'activité. Au travers des 2 slides suivantes, donc celle-ci et la suivante, ça vous permet d'avoir un focus sur les aides majorées de la GFIP à l'employeur pour le contrat d'apprentissage et pour le contrat de professionnalisation. Cela étant, je vous propose de passer directement à cette slide-là qui vous permet d'identifier les montants auxquels l'employeur peut prétendre dès lors qu'il signe un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, avec les montants qui sont indiqués devant vous en fonction de la durée des contrats. Il est important de rappeler, comme le disait Madame Charouin, que ces montants sont cumulables avec les aides incitatives de l'État. Donc, qui dit signature d'un contrat en alternance avec une personne en situation de handicap, vous avez la prime de l'État, vous avez également la prime de la GFIP, et également, vous pourrez avoir, l'employeur pourra avoir un cumul avec les autres aides de la GFIP qui viennent en compensation du handicap et que nous allons voir tout de suite après. Alors, concernant l'accueil et l'intégration d'une personne en situation de handicap qui arriverait par exemple sur un contrat en alternance, eh bien, il y a la possibilité de mobiliser une aide qui s'appelle l'aide à l'accueil et à l'intégration, qui est là pour accompagner et faciliter la prise de fonction d'une personne nouvellement arrivée dans une entreprise. Alors, cette aide, elle n'a pas pour objet de se substituer à la mise en place d'un processus interne d'accueil et d'intégration ou des actions qui sont prévues par l'employeur dans le cadre de l'accord GPEC, pourraient être pris en charge des surcoûts qui peuvent être liés à l'accompagnement du manager à la prise en compte du handicap, à l'accompagnement individualisé de la personne ou de l'encadrement, ça peut être du tutorat, du coaching, du temps d'encadrement dédié, ou également on pourrait venir financer un programme de sensibilisation ou de formation au collectif de travail. Donc c'est un montant qui est plafonné à 3 000 €, qui est une demande à effectuer en amont de l'action et qui est mobilisable dans les 6 mois du contrat. Nous avons également une autre grande famille d'aides qui s'appelle les aides à l'adaptation des situations de travail. Donc, l'objectif de cette aide, c'est de permettre l'insertion, voire le maintien dans l'emploi, par la mise en œuvre de moyens techniques, de moyens humains ou organisationnels en adaptant la situation de travail. Donc, peuvent être pris en charge les frais qui sont liés à l'aménagement technique du poste, les matériels adaptés, des logiciels spécifiques, mais également du tutorat ou de l'auxiliariat professionnel, également de l'adaptation de l'organisation de travail, les horaires, le planning, le temps de pause. Notre participation financière au niveau de la GFIP, elle est évaluée après analyse de chaque situation et dans une logique de stricte compensation du handicap, c'est-à-dire qu'on va exclure les investissements qui, par nature, sont rendus obligatoires pour tenir un poste, que le salarié soit handicapé ou non. C'est une aide qui est mobilisable n'importe quand et qui doit être mobilisée après avis circonstancié du médecin du travail qui vient préciser les aménagements nécessaires. Donc c'est une aide qui est non prescrite, c'est-à-dire qu'elle peut être mobilisée directement par l'employeur ou le travailleur indépendant. Dès lors que ces aménagements ont été réalisés, mais que malgré tout, il reste une perte de productivité de l'employeur et qu'il y a une charge pérenne pour l'entreprise, alors l'employeur va pouvoir mobiliser ce qu'on appelle la reconnaissance de la lourdeur du handicap. L'idée est là de bien venir compenser auprès de l'employeur les charges qui sont pérennes, malgré l'aménagement optimal de la situation de travail du salarié handicapé, y compris avec cette notion de moindre productivité. Et puis, on souhaitait également vous donner à voir les aides à la compensation qui peuvent être versées à la personne en situation de handicap, notamment les aides à l'acquisition de prothèses auditives. Donc, pour participer aux frais d'achat et de réglage des prothèses auditives, nous avons
mis notre plafond, nous avons revu notre plafond pour nous mettre en adéquation avec les montants qui étaient proposés par le FIPHFP. Et donc, l'aide à l'acquisition de prothèses auditives peut aller jusqu'à 1 600 €. Nous pouvons aussi proposer des aides au déplacement pour la prise en charge des surcoûts qui sont induits par le handicap pour les déplacements en lien avec le projet professionnel, que ce soit des équipements adaptés à installer sur un véhicule, un taxi, du transport adapté. Là aussi, nous avons revu nos montants pour nous adosser aux montants qui sont proposés par le FIPHFP, c'est-à-dire que le plafond est de 11 400 €. Et puis, nous avons la possibilité aussi de proposer une participation au financement de moyens techniques qui permettent de compenser le handicap avec un montant plafonné à 5 000 €. Ce que je me permets du coup d'ouvrir la porte et ça sera la transition avec l'intervention pour Gisèle Texera. Donc là, je vous ai parlé des aides et de l'appui aux employeurs, donc sur la partie vraiment emploi. Il existe également cette notion de sécurisation des parcours dans la partie formation du contrat en alternance. En synthèse, ce qu'il faut retenir pour vous à ce niveau-là, c'est que l'AGEFIP accompagne les employeurs privés, donc en proximité, que vous avez la possibilité de nous contacter sur cette adresse-là, entreprise.nouvelle-aquitaine@agefip.asso.fr pour toutes vos questions sur la thématique alternance, entreprise. Vous avez la possibilité de nous contacter et du coup d'être en contact directement avec mes 7 collègues sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Retenir que vous avez donc la possibilité d'avoir les aides de l'État plus les aides de l'AGEFIP dès lors qu'il y a la signature d'un contrat en alternance pour une personne en situation de handicap, et qu'en complément de cela, il y a la possibilité d'avoir des aides financières pour venir compenser le handicap, pour accueillir la personne en situation de handicap dans l'entreprise et pour aider à la compensation. Quelques liens utiles, le lien vers le site AGEFIP, le site général, première adresse mail, première adresse internet, pardon, et puis ensuite la possibilité d'avoir recours à notre espace employeur, mais également à la page régionale Nouvelle-Aquitaine sur laquelle vous avez des actualités qui sont postées extrêmement régulièrement sur nos actualités régionales. Je vous remercie. Merci Marie. Nous avons quelques questions pendant votre présentation où je vous propose de répondre petit à petit. 2 questions de Madame Johanna Fermé qui se demandait justement si ces aides de 5 000 et 8 000 € n'étaient pas valables pour un contrat pro, mais bien pour un contrat d'apprentissage. Alors là, je vais peut-être laisser Madame Charouin répondre puisque ce sont les aides de l'État. Oui, j'ai déjà répondu. Ah oui, merci, effectivement, vous avez transmis le lien. Très bien. Et pour la deuxième question de Madame Johanna Fermé, une fois de plus… Oui, elles sont ouvertes. Alors, par contre, j'ai une réserve, je ne voudrais pas dire de bêtises. Il me semble que dans le décret relatif aux aides au contrat de professionnalisation, je n'ai pas vu passer, mais je peux me tromper, de règles relatives à la limite d'âge. Donc, il me semble que l'aide pour le contrat pro s'arrêtait à 30 ans. Voilà. Merci, Mélie. Deuxième question, donc du coup, un employeur peut-il bénéficier d'une aide financière pour un contrat en alternance, puis d'une aide supplémentaire s'il embauche la personne en CDI? Marie, je vous propose de répondre. Alors, l'idée quand on mobilise l'aide financière, c'est bien de définir le type de contrat au départ. C'est-à-dire, ce serait d'abord pour un recrutement en CDD et ensuite en CDI. Là, j'avoue que je… On peut proposer à la personne, à Madame, c'est Madame Fermé. Madame Fermé de venir peut-être poser sa question. Alors, on va faire Madame Fermé. C'est compliqué parce que je ne la trouve pas. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, très bien. Oui? Ah, super, oui, merci. Oui, c'est Madame Fermé. Merci. Ah, super, merci. Merci de me donner la parole. Oui, c'était effectivement si un employeur empoche une personne d'abord en contrat d'apprentissage, puis transforme ce contrat en CDI, comme ça se passe souvent. Est-ce qu'il peut demander, une fois qu'il a transformé le contrat en CDI, une nouvelle aide financière ou pas?
vu qu'il aurait déjà eu celle en contrat d'apprentissage. Mais du coup, alors, juste une question, Madame Fermé. Du coup, le contrat, le deuxième contrat, le contrat en CDI, ça serait un contrat en CDI en apprentissage ou un contrat normal? Non, un contrat normal. Puisque beaucoup d'employeurs prennent la personne en apprentissage et souvent la gardent en CDI derrière. Donc, est-ce qu'ils peuvent demander cette aide-là supplémentaire ou pas? Alors, je me permets donc, M. Grison-Kéops, ça va dépendre de deux choses, effectivement. D'une part, si malheureusement, il n'y a pas d'évolution du handicap par rapport effectivement à la personne au fur et à mesure de son avancée dans son contrat, d'une part. Mais par contre, effectivement, si évolution dans le poste, puisqu'effectivement, il va prendre peut-être une nouvelle fonction, là, effectivement, il y aura peut-être possibilité de revoir, effectivement, par rapport à cette problématique de compensation nouvelle. Ce serait une nouvelle demande pour de nouvelles compensations vis-à-vis de l'évolution de son poste. Il n'y aura pas d'aide automatique, il n'y a pas d'aide automatique donc dans la démarche. C'est vraiment suivant le besoin. Voilà. D'accord, très bien, merci. Il y a d'autres questions, peut-être? Tout à fait, il y a d'autres questions. Nous avons Madame Hélène Durand qui nous pose deux questions. Elle se demandait si ces aides sont-elles calculées par an ou par contrat? Si quelqu'un se propose de répondre. Les aides de l'État ou les aides de l'AGEFIP, c'est en fonction de la durée du contrat. C'est sur la durée du contrat. Merci Marie. Alors, non, parce que pas pour l'aide de l'État qui, elle, est par année calendaire. Si le contrat dure 2 ans, c'est 8 000 € la première année et éventuellement, s'il est éligible à l'aide unique, je crois que c'est 2 125 € la seconde année, ou s'il y a plusieurs contrats successifs pour des qualifications différentes, il peut y avoir droit à plusieurs fois l'aide, tant qu'elle dure. Voilà, parce qu'on est sur une aide c'est un exceptionnel qui se pérennise, mais ça reste une aide exceptionnelle. Et là, c'est 8 000 € sur l'année, ce qui fait que si le contrat dure 6 mois, alors on l'a vu, c'est assez rare dans le cas des personnes en situation de handicap, mais ce serait que 4 000 €, par exemple. Voilà. Et sur les aides de l'OPCO, je complète toujours, sur les aides pour la majoration OPCO, pour la compensation du handicap, c'est par année de contrat, donc de date à date, les 4 000 €. Tu n'as pas de micro, Kevin? Si. Du coup, donc, deuxième question de Mme Durand. Alors, je vous la lis. Donc, un jeune avec une MDPH et une demande de RQTH en cours peut-il bénéficier des mêmes aides? Et l'employeur peut-il aussi bénéficier des aides spécifiques au contrat d'apprentissage en situation de handicap? Je vous propose de la partager. Oui, donc en fait, c'est une question qui voilà, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la reconnaissance, le papier de reconnaissance, ou est-ce qu'un dépôt peut suffire, un dépôt de demande à la MDPH peut suffire? Pour les aides de l'AGEFIP, effectivement, le dépôt de la reconnaissance peut suffire, puisqu'on sait qu'il y a, en fonction des MDPH, des délais qui peuvent être relativement longs. Donc, au moins, l'accusé de réception de la demande peut suffire pour constituer un dossier de demande AGEFIP. Merci. Et ensuite, trois autres questions. Madame Chantal Rogliano, quelle différence est-il entre aide à la compensation et aide à l'adaptation à la situation de travail? Alors oui, c'est vrai qu'on jargonne peut-être un peu beaucoup, mais quand on parle d'AST, adaptation de situation de travail, c'est en quelque sorte une aide à la compensation du handicap. Mais dans l'aide à la compensation du handicap, on va aussi intégrer, dans cette notion de compensation du handicap, on va aussi intégrer d'autres prestations. Mais c'est vrai qu'on jargonne un peu. Mais quand je vous ai présenté la slide sur l'adaptation des situations de travail, c'est bien des moyens qui permettent l'insertion par la mise en œuvre de moyens techniques, humains, organisationnels. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur du moyen technique. Ça peut aussi embarquer de l'humain, de l'organisationnel pour adapter la situation de travail en général. Merci Marie. Et enfin, une dernière question, celle de Madame Catherine Souchal. Donc, pour un apprenti ayant une RQTH, comment évaluer la demande de financement à préciser sur la convention de formation?
nous ne connaissons pas forcément les besoins de l'apprenti à l'avance? Alors, dans ce cas-là, il y a un guide qui est quand même établi et qui permet d'avoir une idée. Ensuite, il faudra se rapprocher de l'OPCO. Il y a peut-être des représentants d'OPCO par ici qui pourraient intervenir, mais l'idée, c'est de faire au mieux et de toute manière de garder tous les justificatifs, quoi qu'il en soit. Justificatifs qui ne sont pas à donner au moment de la facturation et qu'il faudra conserver. Effectivement, il n'est pas forcément possible de connaître à l'avance tout ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour adapter la formation. Mais en fonction des indications, vous aurez quand même une première piste normalement et que vous pourrez affiner sur la base du guide. Ensuite, voilà, s'il y a des ajustements, il faudra passer par un avenant. Comme c'est une convention financière, je ne vois pas d'autres possibilités. Oui, je compléterai tout à l'heure en présentant notamment la prestation AXEA, dont a parlé également Marie, qui est une aide pour justement identifier le besoin de compensation. Et en effet, après, ça passe par l'avenant à la convention pour affiner le coût des financements à demander à l'OPCO. On peut peut-être poursuivre? Oui. Merci pour cette réponse. Merci Marie, du coup, pour votre intervention. Nous allons pouvoir poursuivre maintenant avec l'apprentissage dans le secteur public, du coup, présenté par Florence Guéry. Bonjour à toutes et à tous. Je commence par toutes parce que je sais aussi que dans le secteur du handicap, du moins dans la fonction publique, c'est essentiellement composé, les personnes en charge du handicap, de personnes féminines. Donc, je me permettais. Alors, je suis directrice territoriale pour la Nouvelle-Aquitaine pour le FIPHP au sein de la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Alors, peut-être, Kevin, si on peut passer le slide. Oui. Alors, comme l'ont rappelé, j'allais dire, mes collègues, nos partenaires institutionnels, les pouvoirs publics ont une politique extrêmement volontariste sur l'apprentissage. Dans ce cadre, le FIPHP a mis en place des dispositifs d'incitation pour aider et accompagner les employeurs à recruter des apprentis en situation de handicap avec des aides, un volant d'aide qui va de l'insertion jusqu'à la titularisation. Peut-être avant de vous donner quelques chiffres, je voulais revenir sur par quel biais on peut demander ces aides. Alors, il y a deux axes majeurs, soit par le biais de la plateforme pour les collectivités, je m'entends en écho, excusez-moi, les établissements de la fonction publique hospitalière ou de l'État, notamment par exemple des universités, de petite taille et qui ont des dépenses globales sur le financement via le FIP qui sont de moins de 40 000 €. Pour les autres, et notamment les établissements d'environ plus de 450 agents, ont privilégié plutôt le recours à des conventions qui sont des partenariats sur 3 ans qui permettent de cadrer un plan d'action budgétaire sur différents volets, dont le volet insertion dont on va parler. Dans ce cadre-là, notamment quand on accompagne les employeurs publics sur les conventions, on est très attaché à regarder avec eux, à évaluer en termes d'objectifs combien de personnes en situation de handicap via les contrats d'apprentissage ils vont pouvoir recruter sur 3 ans. Alors, ce qui est intéressant aussi par le biais de ces conventions, c'est que ça nous permet de faire des points réguliers avec eux, parce qu'au-delà des financements, on est très attaché à essayer vraiment de cerner les besoins et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Pour citer peut-être 1 ou 2 exemples, on voit bien que, par exemple, la spécialisation, j'allais dire, des métiers au niveau de la fonction publique territoriale, avec des compétences dans les collectivités qui sont de plus en plus élargies, nécessite d'avoir des recrutements qui soient le plus adaptés à ces évolutions, j'allais dire, à la fois techniques, ou par exemple dans la fonction publique hospitalière, notamment sur le personnel soignant, bien aussi vérifier, voir quels sont tous les centres de formation dédiés et leur proximité géographique ou pas avec les établissements.
Alors, dans ce cadre, peut-être quelques chiffres. Alors, excusez-moi, comme je n'y vois pas très bien, je vais les remettre sur mon ordinateur. En attendant que ça s'ouvre, ce que je voulais aussi vous préciser, c'est qu'effectivement, au-delà des dispositifs de financement, dans cet attachement à accompagner les employeurs, on a lancé une étude en partenariat avec la GFIP pour évaluer comment justement les employeurs s'emparent de ces dispositifs et voir si nos aides sont bien adaptées et comment éventuellement on pourra les faire évoluer. Toujours sur cette question un petit peu des partenariats avec la GFIP, ça a été évoqué précédemment, on s'attache en ce moment à de plus en plus, pour une meilleure lisibilité, à aller vers une convergence de nos aides. Donc là, on travaille dessus. Cette convergence, elle est déjà là pour certains dispositifs, mais on va poursuivre notamment sur les questions d'apprentissage. Quelques chiffres peut-être. En 2020, sur la plateforme, c'est presque 6 millions d'euros qui ont été versés aux employeurs sur l'apprentissage. Et alors, je vous ai mis quelques chiffres sur la Nouvelle-Aquitaine. Je vous laisserai les lire quand le support vous sera envoyé, parce que je ne les connais pas par cœur. Et là, je ne les vois pas très bien. Ce que je vous propose, c'est de passer à la slide suivante pour un peu préciser ces différents dispositifs. Alors, sur les dispositifs qui sont vraiment dédiés à l'apprentissage, le premier porte sur le recrutement. Nous nous engageons à prendre en charge 80% de la rémunération brute par année d'apprentissage. Nous proposons également une aide forfaitaire de 1 525 € pour couvrir l'ensemble un peu des frais inhérents à l'entrée de l'apprenti. Et puis, il y a également une prime forfaitaire d'insertion de 1 600 € quand l'employeur décide de titulariser ou engager en CDI ou en CDD la personne en situation de handicap. Après, on a un autre volant d'aide. Alors, j'ai oublié de le rappeler, mais l'ensemble de ces dispositifs, vous pourrez les retrouver sur le site du FIPHP, notamment dans la partie catalogue des aides où tout est détaillé avec les modalités requises, les justificatifs et les conditions pour les obtenir. On a également, notamment sur la question de la formation et de l'aménagement de poste, des dispositifs qui peuvent bénéficier à l'apprenti. Alors, ces dispositifs sont des dispositifs de droit commun, toujours en complément, bien évidemment. Ça a été aussi rappelé, mais c'est bien de le souligner, en complément des obligations légales de l'employeur. Donc, on a également une prise en charge des frais de formation de l'apprenti avec un accompagnement spécifique, plus tout le volant d'aide qu'on peut proposer en matière d'aménagement de poste, que ce soit sur le lieu de travail ou sur le lieu de formation. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dessus. Peut-être pour terminer, alors c'est moins simple lorsque les employeurs passent par le biais de la plateforme où l'accompagnement il est moins individualisé. Mais moi, je m'attache vraiment à ce que les employeurs nous remontent l'ensemble des leviers et des freins qu'ils peuvent avoir, qu'ils soient conjoncturels ou structurels, sur les difficultés de recrutement des apprentis. Bien évidemment aussi, nous les incitons. La première chose qu'on regarde, c'est le type de partenariat qu'ils ont pu faire dans le cadre de l'écosystème et en premier lieu avec Cap Emploi. Parfois, sur certains, ce qu'on appelle primo, c'est-à-dire des employeurs qui sont nouvellement conventionnés, il n'y a pas forcément ces réflexes. Donc, on a tout un dispositif aussi de formation, de sensibilisation, notamment par rapport à notre programme avec le Handipact, pour vraiment, d'ailleurs, on en a fait un lundi dernier avec les employeurs publics, qui est tout l'écosystème de l'apprentissage. Ce qu'on essaie aussi de regarder, bien évidemment, c'est tout ce qu'on peut faire remonter auprès de nos partenaires régionaux pour qu'on voit un peu comment on peut peut-être faire évoluer ces dispositifs et aussi les remonter au niveau de l'échelon national. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Florence.
Du coup, nous allons pouvoir enchaîner, s'il n'y a pas de nouvelles questions, effectivement, avec la présentation donc, de Gisèle Texera au nom du CRFH, Centre Ressources Formation Handicap. Donc, rebonjour à tous. Donc, moi, je suis donc Gisèle Texera, donc chargée d'appui au Centre Ressources Formation Handicap et plus particulièrement sur les départements de l'Aix-Limousin. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est beaucoup sur ce qui existe en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du programme régional. Donc, je suis désolée pour les personnes hors Nouvelle-Aquitaine, pour le coup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la sécurisation des parcours des apprentis en situation de handicap, il y a déjà des choses qui ont été dites à ce sujet, que ça soit présenté donc par Keops, par l'AGFIP, par le FIP ou autre. Mais moi, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'est le Centre Ressources Formation Handicap et puis surtout dans quel cadre il s'inscrit et quels sont les piliers qui vont être le fil conducteur de notre action et de l'action des partenaires qu'on va accompagner. Je reviendrai rapidement juste sur la loi du 11 février 2005. On a commencé ce webinaire en parlant et en posant la définition du handicap et la notion de situation de handicap, le fait qu'une personne va être plus ou moins en situation de handicap selon l'environnement dans lequel elle s'inscrit. Donc, dans le cadre de la formation, par exemple, si une personne a des difficultés de lecture, si on lui propose que des supports écrits, forcément, elle va être en situation de handicap. Par contre, si on propose des méthodes pédagogiques plus orales ou des supports avec des podcasts, des audios, etc., elle va être moins en situation de handicap. Et c'est vrai que cette ligne, on va aider les partenaires à la bouger et aller vers une accessibilité généralisée qui est également posée dans le cadre de la loi, donc une réponse globale qui pourrait répondre aux besoins particuliers donc des personnes. Et une autre notion qui est apportée par cette loi du 11 février 2005, c'est ce dont on a parlé aussi beaucoup tout à l'heure, il y a même eu une question par rapport à ça, c'est le droit à la compensation. Alors, ce qui est proposé par l'organisme de formation où l'employeur n'est pas suffisant dans le cadre de son accessibilité, mais du coup, une réponse aux besoins individuels de la personne. Le fauteuil proposé, même s'il est ergonomique, il ne répond pas aux besoins particuliers de la personne qui est en entreprise, par exemple, ou en centre de formation. Avec le droit à la compensation, c'est lui proposer un fauteuil qui va lui permettre de ne pas souffrir du dos, par exemple, parce que les appuis seront spécifiques à ses besoins. Donc voilà rapidement pour la loi du 11 février 2005, mais qui est un gros pilier parce qu'elle va aussi engendrer des articles et une obligation légale pour les centres de formation à travers le Code du travail de proposer un rythme et une durée de formation adaptée. Donc, Monsieur Grison en parlait tout à l'heure, il y a la possibilité d'aller jusqu'à 4 ans pour un contrat d'apprentissage. C'est par exemple la possibilité de faire une année supplémentaire, un CAP qui est sur 2 ans, de pouvoir le proposer sur 3 ans, le proposer à temps plein si c'est une personne qui a des difficultés d'assimilation des notions, ou au contraire proposer les 3 années sur du temps partiel avec un lissage des années, des heures de formation qui auraient dû être proposées sur 2 ans, de les lisser, de faire du temps partiel sur les 3 ans s'il y a une grande fatigabilité par exemple. Une obligation qui est posée par le Code du travail en formation également donc adapter le rythme, je viens d'en parler, mais à adapter également les méthodes pédagogiques et les supports, donc proposer des méthodes pédagogiques et des supports qui vont permettre de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Et puis celle qui est la plus connue, c'est des méthodes adaptées de validation. Donc là, on parle notamment de tout ce qui va être mis en place lors des examens, le fameux très connu tire-temps, mais il y a bien d'autres types d'adaptations qui peuvent être proposées pour valider, pour la validation d'examen. Voilà pour le gros, très rapidement, grossièrement défini donc pour la loi du 11 février 2005 et puis les articles du Code du travail qui s'inscrivent aussi après cette loi. Et puis l'autre pilier de notre action, ça va être le programme régional d'accès à la formation et qualification des personnes handicapées. C'est ce PRAF-QPH où on s'est un peu amusé à déchiffrer des lettres et
qui est une politique régionale concertée également, avec bien sûr le conseil régional, la GFIP, la FIPHFP, la DRETS, KEOPS également. Voilà, on a beaucoup de partenaires représentés aujourd'hui dans les intervenants qui participent également à l'élaboration de cette politique régionale et ce programme régional. On aime à souligner qu'on a en Nouvelle-Aquitaine une politique régionale très volontariste. Ce programme régional, il a été créé suite à des concertations qui ont eu lieu sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine avec plus de 450 partenaires, avec l'objectif d'essayer d'identifier quels étaient les enjeux de l'accès à la formation donc des personnes en situation de handicap, les freins qui pouvaient être constatés sur le terrain par les partenaires, et puis les éventuels leviers aussi pour lever ces freins. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous épargner un petit peu, c'est quelques pages ce programme, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour le brosser rapidement, 3 priorités qui ont été identifiées. La première, donc renforcer l'accès à la formation et à la qualification des personnes en situation de handicap. Ce sont des personnes qui sont en général plus éloignées de l'emploi, plus sujettes au chômage de longue durée et moins bien qualifiées. Donc renforcer leur accès à la formation, c'est leur donner aussi plus de billes pour entrer dans le marché de l'emploi et trouver un emploi suite à la formation. Deuxième priorité, donc sécuriser les parcours de formation de l'orientation à l'emploi avec, alors chaque priorité a des sous-objectifs, hein, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec vraiment le besoin, la nécessité de faire un tuilage entre tous les partenaires. Donc, Madame Sonchal, tout à l'heure, elle parlait, mais comment on peut savoir quels vont être les besoins de la personne si elle est suivie par un opérateur du service public de l'emploi qui a connaissance de son parcours antérieur, ou si elle sort de l'éducation nationale et qu'elle avait un parcours aménagé en éducation nationale, par exemple, ben, cette personne, ce partenaire qui accompagnait cette personne, que ce soit éducation nationale ou service public de l'emploi, va pouvoir apporter, en faisant un tuilage avec le centre de formation, des éléments de compréhension sur les contraintes qui ont été identifiées précédemment dans les précédents contextes d'emploi ou de formation et quelles ont été à l'époque les adaptations qui ont pu être mises en place. Pardon, c'est reparti au départ. Donc, la nécessité aussi de faire un tuilage donc, en amont de la formation pour sécuriser au maximum l'entrée en formation, pour que les centres de formation et ou les employeurs n'attendent pas, ne découvrent pas en cours de formation ou au moment de l'examen ou de la grande difficulté que la personne elle est en situation de handicap et qu'elle a des contraintes, mais aussi sécuriser le parcours de formation, c'est aussi faire un tuilage avant, pendant la formation et puis surtout à la fin de la formation avec, par exemple, le service public de l'emploi pour qu'il y ait tout de suite une prise en charge et une sécurisation du parcours aussi vers l'emploi ou dans l'emploi lorsque c'est en apprentissage, c'est aussi valable par un opérateur du service public de l'emploi, par exemple, et que ça ne soit pas en cas de problème ou que ça soit actionné dans l'urgence. Donc, la sécurisation du parcours de l'orientation à l'emploi, elle est nécessaire pour gagner du temps aussi à la fin de la formation. Le temps, voilà, ça montre aussi s'il y a un apprenti qui attend 6 mois après l'obtention de son diplôme avant de commencer les premiers envois de CV, ça montre aussi la motivation ou le manque de motivation de l'apprenti s'il est accompagné dans cette démarche par la mission locale, le Cap Emploi, Pôle Emploi. Forcément, ça sera autant de temps de gagner et autant de points et de billes qu'il aura dans sa besace pour montrer sa motivation à un employeur. Dans la deuxième priorité, il y a également ce qui a été identifié donc, par les partenaires, c'est la nécessité de développer l'appareil de formation, développer l'accessibilité de l'appareil de formation régional. Et dans ce cadre-là, il y a un engagement dans une démarche de progrès pour développement de l'accessibilité des centres de formation de Nouvelle-Aquitaine qui a été proposé aux partenaires de la formation pour un espèce de guide autour d'indicateurs qui ont été identifiés par un groupe de travail formé par
des référents handicap et des directions de centres de formation pour savoir, voilà, est-ce qu'ils sont handi accueillants, quelles sont les bonnes questions à se poser, sur quel est le plan d'action à mettre en place pour pouvoir développer son accessibilité, développer ses pratiques, ses bonnes pratiques, et valoriser aussi ce qui était mis en place. Et dans ce cadre-là, voilà, cet engagement, j'en reparlerai rapidement tout à l'heure, va donner la possibilité au centre de formation d'avoir des appuis et des outils à la main pour sécuriser donc les parcours de formation autour des situations individuelles. Pour conclure sur le programme régional, la troisième priorité, c'est donc développer un appui et une animation au plus près des acteurs du territoire. Cet appui et cette animation, c'est le Centre Ressources Formation Handicap qui le porte, dans le but, bien sûr, d'aider les partenaires de l'insertion et de la formation à sécuriser les parcours et à renforcer donc l'accès à la formation et à la qualification des personnes en situation de handicap. Pour les centres de formation qui sont engagés dans le cadre de ce programme régional, donc qui réalisent un autopositionnement de leurs pratiques dans le cadre du développement de leur accessibilité, il y a des outils qui leur sont attribués ou qu'ils peuvent actionner. Tout d'abord, une communication qui est liée à cet engagement. Alors, vous voyez ce petit logo formation et handicap. Donc, il y a des affiches, il y a des logos qu'ils peuvent, un petit peu comme le guide du routard, des logos millésimés qu'ils peuvent utiliser dans leur communication à l'interne et en externe. Ils apparaissent également sur notre site le site internet du CRFH avec les coordonnées des référents handicap. Également, c'est souvent ce qui nous est demandé par les partenaires structures médico-sociales ou au service public de l'emploi, notamment sur qui contacter dans le centre de formation. Donc voilà, une porte d'entrée directe, c'est d'aller sur notre site internet et de retrouver les coordonnées du centre de formation et notamment du référent handicap. Donc voilà pour les supports de communication qui servent aussi à valoriser l'engagement dans cette démarche du centre de formation. Une autre possibilité, Marie en a parlé tout à l'heure en parlant de la formation des référents handicap. Il y a un programme de professionnalisation que porte le CRFH dans le cadre de sa mission. C'est un programme de professionnalisation pour les partenaires de la formation et de l'insertion. On a par exemple demain sur Limoges une formation sur les troubles 10. Par exemple, mais voilà, on a des formations dédiées pour les référents handicap, que ce soit des opérateurs du service public de l'emploi ou des centres de formation d'ailleurs, avec une visée de faire monter en compétences les partenaires de l'insertion et de la formation. Des outils aussi pour compenser le handicap en formation. Là, on parlera plus notamment de la prestation AXEA et de cette méthode de co-construction partenariale. Cette prestation, elle est à la main des centres de formation pour venir sécuriser donc les parcours de formation en formation continue lorsque c'est des financements région et Pôle emploi et par le biais et pour des formations par la voie de l'apprentissage, donc pas encore contrat de professionnalisation, mais par la voie de l'apprentissage uniquement. C'est une prestation qui vise à doter le centre de formation d'appui externe pour l'aider à identifier les besoins de compensation qui vont identifier aussi les contraintes d'une personne en situation de handicap, mais aussi des équipes, par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure. Et dans le cadre de la prestation AXEA, il peut y avoir un autre appui, enfin deux autres appuis, c'est notamment la mobilisation de la plateforme EPATEC, qui est une plateforme de pré-d'aide technique. Donc voilà, si une personne a besoin d'un stylo lecteur, par exemple, parce qu'elle a des difficultés de lecture, ce stylo lecteur peut être prêté par la plateforme EPATEC. Après, c'est vrai que dans le cas de la majoration OPCO, il y a la possibilité d'acquisition de matériel par le centre de formation. Donc la plateforme EPATEC peut être un moyen, si le fournisseur ne le propose pas, de tester le matériel avant l'achat avec la majoration OPCO, ce qui permet au centre de formation de développer son accessibilité et de garder ce matériel notamment.
Et en complémentarité de la majoration OPCO, il y a la possibilité d'avoir des financements d'aménagement dans le cadre de la prestation AXEA, financement d'aménagement AGFIP, dans le cadre du secteur privé. Et AXEA peut être utilisé aussi dans l'apprentissage en secteur public. Le financement sera préfet par le FIVA-PHFP à travers l'employeur. Et pour aider un petit peu les partenaires à mobiliser ces appuis-là, à mobiliser cette prestation AXEA, le CRFH est l'appui de proximité, hein, vraiment comme pour la GFIP. On a vraiment cette mission d'être au plus près des acteurs du territoire. Comme je vous le disais, moi, je suis sur le territoire de l'Aix-Limousin avec une autre de mes collègues, mais on a une équipe qui est déployée sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir répondre en fait aux sollicitations et aller sur le terrain, aller en centre de formation, aller voir les missions locales, les structures médico-sociales, etc. pour répondre en fait aux besoins qui peuvent être identifiés. On aura également cette mission à travers ces visites qu'on fait sur les lieux de formation et auprès des acteurs, de faire remonter auprès des institutionnels tous les besoins en fait, pour qu'on ait toujours une politique régionale qui soit au plus proche des besoins du terrain et qui y répondent. Alors certes, on fera du descendant aussi, on informera le terrain des décisions prises au niveau des institutionnels et du programme régional, mais on fera aussi beaucoup de remontées de terrain avec toujours la construction d'outils pour pouvoir lever les freins qui peuvent apparaître et développer donc l'accès à la formation des personnes en situation de handicap. Pour revenir sur un point important de la mobilisation, de notre mission de mobilisation des acteurs, c'est sur deux champs, comme je vous le disais, le devoir d'accessibilité des centres de formation et puis le droit à la compensation du handicap, avec notamment cette prestation AXEA qui peut être mobilisée par les centres de formation qui sont en limite de compétences et qui ont besoin d'appui pour identifier les contraintes de la personne dans les différents contextes de la formation en centre de formation, mais formation aussi chez l'employeur dans le cas de l'apprentissage. Et en face de chaque contrainte, quelles vont être les adaptations qui vont être mises en place. C'est une méthode de co-construction où chaque partenaire a sa place et son rôle. C'est chapeauté donc par le référent handicap du centre de formation qui est un petit peu le chef d'orchestre qui va mettre en place cette prestation et la mobiliser avec un référent de parcours, le service public de l'emploi par exemple, l'éducation nationale, ça peut être plusieurs personnes, des structures de médico-social également. C'est toutes les personnes qui vont pouvoir expliquer un petit peu d'où vient la personne, quel a été son parcours, les contraintes qui ont été identifiées précédemment, les aménagements qui ont été identifiés également, comment s'est construit ce projet professionnel. La personne en situation de handicap aussi, rien ne se fait sans elle, rien ne se fait sans son accord. Elle a aussi beaucoup d'informations à apporter et elle a mis plein de moyens de compensation aussi en place de par son parcours. Vous avez un partenaire spécialisé handicap qui va apporter son expertise du handicap. Ça peut être une structure médico-sociale, ça peut être aussi les prestataires d'appui spécifique PASS dont vous parlez tout à l'heure, Marie Blanchard de la GFIP, qui dans chaque champ de handicap vont apporter leur expertise et pouvoir être un appui aussi bien à l'employeur en entreprise qu'au centre de formation pour mettre en place notamment les besoins de compensation. Du côté formation, vous avez un référent de l'action de formation qui va dire un peu le où, quand, comment, à quel rythme, quels attendus de la formation au CFA. Et puis, vous avez le maître d'apprentissage qui va faire la même chose, qui va apporter les informations du où, quand, comment, à quel rythme, quels attendus, quelles difficultés sur la partie employeur-entreprise. Et tous ensemble, les partenaires réfléchissent à quelles sont les contraintes et quelles vont être les adaptations. Alors, au niveau des contraintes, il n'y a pas de limite. Ça peut être des contraintes de la personne, des douleurs dorsales, par exemple, et qu'est-ce qu'on va mettre en face. Mais ça peut être aussi les contraintes des équipes ou de l'employeur qui ne connaissent pas le handicap, qui ont besoin d'être sensibilisés, qui ont besoin d'être accompagnés sur l'adaptation des supports pédagogiques, par exemple, pour pouvoir
proposer des supports pédagogiques adaptés, il faut savoir par quel bout commencer. Et des fois, c'est les limites que peuvent avoir les équipes pédagogiques ou un employeur qui ne sait pas comment communiquer avec son apprenti parce qu'il a des difficultés de compréhension ou autre. C'est nécessaire qu'il y ait l'appui d'un partenaire spécialisé pour lever ces freins-là, venir sensibiliser, venir accompagner, venir orienter les différents partenaires sur cette sécurisation du parcours et sur la mise en place de moyens de compensation. Ce qui est important, c'est que c'est un outil qui peut être déclenché à n'importe quel moment, de préférence en amont de l'entrée en formation, dès lors que le projet d'apprentissage est identifié avec un centre de formation identifié et un employeur identifié ou pas d'ailleurs, même s'il n'y a pas encore de contrat signé ou d'employeur identifié, ça peut être déclenché pour pouvoir sécuriser le plus tôt possible et puis pour que au moment de la signature du contrat, il y ait déjà toute une identification et une évaluation qui ait pu être faite. Si toutefois cette période n'a pas été anticipée, c'est une prestation qui peut être mobilisée en cours de formation pour pouvoir sécuriser donc le parcours et avec la possibilité d'avoir, comme on le disait tout à l'heure, des financements des OPCO en faisant des avenants au contrat et ou à la convention de formation pour avoir la majoration et sinon avec la possibilité d'avoir des financements de l'AGFIP en complémentarité de l'OPCO ou si toutefois il n'y a pas de RQTH coché au contrat ou si la personne est en cours de reconnaissance, c'est également possible ou si elle a un autre titre au-delà de la RQTH aussi, si elle a un autre titre comme une carte mobilité inclusion ou autre, ça peut être également pris en charge. Alors, je vous enverrai plus dans le PowerPoint, enfin après, avec le PowerPoint, on vous enverra une fiche technique de la prestation Axia. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que nous, le CRFH est à disposition des acteurs de l'insertion et de la formation pour vous aider dans cette prise en main de différents outils proposés par la politique régionale. On n'interviendra pas directement auprès des employeurs parce que c'est le rôle de chacun d'entre vous, que ce soit centre de formation, service public de l'emploi, de faire cet accompagnement-là. Par contre, nous, on vous accompagnera sur la prise en main de ces différents outils, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Plus d'informations donc, sur notre site internet. On a aussi une page Facebook et LinkedIn. Et puis, on a un espace partenaire où vous allez retrouver des informations plus spécifiques, notamment des exemples d'aménagement de situations qui ont été proposées en contexte de formation. Et puis, je vous laisse également nos coordonnées pour revenir vers nous si vous avez donc des besoins d'appui autour de situations individuelles ou pour le développement de votre accessibilité si vous êtes un centre de formation. J'espère ne pas avoir explosé le temps de parole. Pardon si c'est le cas. Merci beaucoup. Merci Gisèle. Merci. Il y a quelques questions là sur des petits échanges là qui ont eu lieu sur le chat et qui peut-être Gisèle tu pourras y répondre. Donc, il s'agit de la possibilité de mettre en place la possibilité, attendez que je retrouve, oui, quelle est la procédure, voilà, je vais y arriver, pour aménager un examen RNCP pour un adulte. Voilà. Donc, il y avait une réponse dans le chat où on donnait la possibilité de mettre en place un AXEA et ensuite de remettre les dossiers à la DETS, donc ex-direct, au moins 3 mois avant l'épreuve. Alors, c'est sur le chat, c'est ça? Parce que je ne le vois pas. Sur le chat. Sur la partie chat. Donc, est-ce que tu confirmes cette modalité qui a été proposée? Alors, pour un examen du RNCP, donc c'est avec le certificateur, c'est le ministère du Travail? Oui, c'est la DETS. Non. RNCP, c'est tous les titres diplômes qui sont inscrits au répertoire national. Oui, mais je sais bien. Mais donc, en fait, donc c'est pas forcément le ministère du Travail. Ça peut être, là, si on est dans le cadre d'un titre pro, je maîtrise pas la procédure, mais effectivement, je serais pas étonnée que ça se passe au sein de la DETS, puisque c'est eux qui valident, en fait, les jurys, les sections d'examen et l'organisation.
Mais ça peut marcher que pour un titre pro. S'il s'agit d'un diplôme ou d'un titre d'un autre ministère certificateur, ce sera probablement une autre procédure. C'est exactement ça. C'est pour ça que je posais la question, c'est que chaque organisme certificateur a ses propres procédures pour aménager les examens. Si on est, alors selon en fait quel est le besoin qui est identifié, on n'est pas forcément obligé de mobiliser la prestation AXEA. Vous pouvez donc bien sûr la mobiliser si vous êtes en limite de compétences et si vous ne savez pas quels aménagements mettre en place. Mais chaque certificateur a son propre fonctionnement. Vous retrouverez certaines informations également sur notre site internet par rapport aux aménagements d'examen, que ce soit ministère du Travail ou Éducation nationale, par exemple. Souvent, et en fait, il faut que ça passe par aussi un médecin, une demande d'aménagement d'examen qui va être circonstanciée par le médecin alors soit un médecin certifié par le certificateur, soit par la MDPH. Enfin voilà, il y a plusieurs process. Donc je ne sais, voilà, je préfère vous orienter vers notre site internet pour que vous puissiez, en fonction de votre certificateur, puissiez regarder un peu plus en détail et avoir la réponse. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers le CRFH pour qu'au détour de la situation, on puisse en échanger. Merci. Il y avait aussi une personne qui voulait prendre la parole, Madame Boulet. Est-ce que vous pouvez, Madame Boulet, activer votre micro? Alors, je ne sais pas si c'est la même Isabelle Boulet que je connais. Oui. Donc, a priori, je vais essayer de la retrouver dans les participants. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ah, oui, très bien. Merci. Bonjour, je vous remercie de me donner la parole. Alors, en fait, au-delà de tout ce que vous avez présenté, qui est vraiment extra en termes d'accompagnement de personnes qui ont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Moi, je me présente, je suis Isabelle Boulet, je travaille à CESI, un organisme de formation. Je suis chargée de relations candidats et entreprises sur certains dispositifs que nous proposons en alternance, notamment en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Et alors, j'ai pas forcément une question en particulier, mais je rencontre une difficulté avec un candidat qui est admissible depuis quelques années sur un de nos parcours, qui en fait a sa reconnaissance en fait est liée à une problématique vraiment de santé qui l'empêche à certaines périodes de l'année, indépendamment de sa volonté, de pouvoir travailler, il peut être même hospitalisé. Et il ne sait pas forcément sur combien de temps en général sa problématique va durer. Et en fait, mon problème, c'est que chaque année, en fait, il se positionne sur la même rentrée, on va dire scolaire quelque part, hein, puisque c'est un diplôme RNCP qu'on présente et qu'on propose sur 12 mois. Et en fait, chaque année, j'échange avec lui suffisamment en amont chaque année pour pouvoir faire en sorte qu'il contacte notre référent handicap à CESI pour savoir comment on peut proposer un accompagnement et l'accompagner aussi à la recherche d'une entreprise d'accueil. Cependant, ça fait 3 ans qu'on est en lien avec ma collègue, la responsable pédagogique, avec lui. Il a déjà avancé il y a 1 an et demi sur le côté reconnaissance de sa problématique, sauf que par exemple aujourd'hui, il se présente aux différentes entreprises comme n'ayant pas besoin d'aménagement particulier de son poste de travail. Donc ça, c'est une chose, mais ce qu'il y a, c'est qu'il se présente chaque année très tardivement à l'approche de la rentrée. Par exemple, notre rentrée, elle est au 18 octobre, et en fait, on n'a pas possibilité de l'accompagner dans sa démarche de recherche parce qu'il se positionne tardivement, et chaque année, en fait, on ne peut rien amorcer en fait comme accompagnement, ni à l'aider dans une recherche d'entreprise. Ma difficulté, en fait, elle est là. Elle n'est même pas à pouvoir mettre en place, à pouvoir mobiliser des acteurs. C'est qu'en fait, il est majeur et déjà, il a
je pense, un complexe par rapport à sa problématique et il veut se débrouiller tout seul, sauf qu'on arrive à chaque fois à terme et on ne peut pas l'accueillir en formation. Alors, Donc, je ne sais pas si j'ai été claire ou quoi, mais je n'ai pas forcément de questions. Si, tout à fait. Voilà. Moi, je n'ai pas très bien compris, du coup, ce qu'il avait comme statut. Alors, en fait, il a la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Oui, non, il est en fait, il est candidat admissible à une formation. Il était étudiant, il a obtenu un BTS en 2019-2020. Il a entamé une formation dans un autre centre de formation pour obtenir un niveau… Non, mais je veux dire, là, depuis 3 ans, il a démarré la formation ou pas? Non, il ne l'a pas démarré. Il ne l'a jamais démarré. Il est demandeur d'emploi? Alors, non, il était considéré comme étudiant puisqu'il avait validé un BTS. Il était considéré comme étudiant l'année dernière parce qu'il avait amorcé un niveau licence pro ou titre RNCP de niveau Bac plus 3 dans un autre organisme de formation. Et en fait, donc pas en apprentissage. Il voulait pas… Alors, nous, on pourrait l'accepter et il est admissible sur de l'apprentissage à saisie. Cependant, on n'a rien amorcé puisqu'en fait, il ne fait pas de démarche. C'est-à-dire qu'il n'échange pas avec moi depuis des mois. Et là, ça fait quelques semaines. J'envoie à chaque fois un mail aux candidats à l'approche de la rentrée. Attention, revenez vers moi pour vos démarches d'entreprise. Si vous avez des contacts entreprises, je suis là pour leur parler du handicap. Sauf que voilà, il m'a envoyé un mail samedi dernier, sachant que notre rentrée, elle était lundi. Samedi dernier, pour me dire qu'en fait, il avait peut-être des pistes d'entreprise, mais il revient vers moi vraiment au dernier moment, mais sans échanger par téléphone ou autre. Et en fait, je suis prise au dépourvu. En fait, je suis prise par le temps et je ne peux rien amorcer. Je ne peux rien amorcer comme aide. Qui est son référent de parcours qui le suit? Eh bien, est-ce que quelqu'un le suit? Alors, quelqu'un le suit, nous, vous voulez dire chez nous à Saisie? Non. Pas au Saisie, justement, alors, Pôle emploi, Cap emploi. Alors, il a un référent Cap emploi. Il a un référent Cap. Oui. S'il a un référent Cap emploi, là, je me permets. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il a bien pris en compte sa problématique de handicap? Parce que là, je pense qu'aujourd'hui, il a un blocage par rapport à ça. Je pense que c'est ça. Je pense que ça… Effectivement, si l'accompagnement est fait, surtout je vous entends aujourd'hui. Plus, pardon. J'ai pas entendu le début de votre phrase, pardon. Je dis si l'accompagnement est fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout justement, soit par sa reconnaissance, effectivement, ça c'est sûr, mais ça peut être personnel de reconnaître son handicap, puisque normalement, s'il y a déjà un projet ou des idées effectivement de formation et donc de contrat, entre guillemets, pour apprentissage, le conseiller Cap emploi va surtout l'aider normalement à trouver une entreprise. Mais je pense que là, il y a un positionnement personnel qui fait que… C'est ça, tout à fait. C'est exactement la problématique. C'est exactement la problématique que je rencontre. En fait, je pense qu'il y a une problématique vis-à-vis de sa reconnaissance de son problème, de son handicap de santé. Et en fait, il n'échange pas du tout avec moi. Donc, les mois passent et j'ai de temps en temps quelques nouvelles. Et je suis démunie, je ne peux strictement rien faire sans son accord et sans son aval, et sans son implication. Donc en fait, je ne sais pas quoi faire. Et ça m'embête parce que ça fait quand même 2 années consécutives qu'il ne peut pas entrer en formation parce qu'il s'y prend beaucoup trop tard dans les échanges pour qu'on puisse se remettre en relation avec son référent Cap emploi et puis vraiment l'accompagner correctement. Oui, je pense que le lien avec le Cap emploi est important là. C'est ça. Reprendre le lien travailler ensemble. Oui. C'est ça. Moi, c'est ce que j'allais vous conseiller. C'est ce que j'allais également vous conseiller, Madame Boulet, rapprochez-vous, demandez-lui en fait les contacts de son conseiller Cap emploi et rapprochez-vous de son conseiller, exposez-lui un petit peu cette problématique. S'il a un statut d'étudiant à ce jour, peut-être qu'il a été suivi à un moment donné par Cap emploi, mais qu'il est sous
qu'il est plus suivi activement parce que Cap Emploi, dites-moi Monsieur Grison si je me trompe, mais quand il y a un statut d'étudiant, Cap Emploi n'accompagne plus. Donc, il est peut-être en stand-by dans les dossiers et du coup, il n'a pas d'accompagnement actif de Cap Emploi. Donc, rapprochez-vous de Cap Emploi en lui disant, voilà, j'ai été recontacté par un de vos bénéficiaires et est-ce qu'on peut échanger, comment on peut faire pour lui trouver une entreprise et pour pouvoir anticiper au maximum les choses, que ça soit ne serait-ce que l'entrée en formation et trouver l'entreprise. Et après, bien sûr, les éventuelles contraintes qui peuvent surgir au regard de ces problématiques de santé. D'accord, très bien. Parfait. Je vais faire ça, mais après, c'est vrai que voilà, pour cette année encore, si vous voulez, on est arrivé à terme de la date de rentrée, donc c'est plus possible pour cette année à nouveau. Ça veut dire que son projet, il faut qu'il le reformule à nouveau sur 2022. Donc c'est un peu embêtant parce que vous ne faites pas d'entrée et de sortie permanente? Non. Non, pas sur des contrats. C'est une alternance sur 12 mois. C'est une semaine par mois de formation, tout le reste du temps en entreprise, avec vraiment un maillage avec l'entreprise sur des missions spécifiques sur de l'informatique. Et non, on ne peut pas faire. C'est pas une formation initiale où on pourrait effectivement proposer cela. Malheureusement. Après, c'est peut-être la possibilité d'adapter sur l'apprentissage. Pardon. Non, je dis sur l'apprentissage, les entrées-sorties permanentes, très honnêtement, moi, j'en vois pas. À part sur des titres pro, mais c'est un petit peu la légende urbaine. En pratique, alors, il y en a. Il y en a peu, mais il y en a. Voilà. Est-ce qu'on a pu répondre à votre question, madame? Oui. Oui. Je pense que le mieux, c'est effectivement de se rapprocher. Hein. Bien sûr, bien sûr. Après, on n'a pas répondu, mais c'est une solution. Non, mais vous en faites pas, bien sûr. Je vais faire ça. Après, effectivement, c'est de son ressort de mobiliser les acteurs, malheureusement. Merci beaucoup. Oui, voilà. Puis n'hésitez pas à revenir si vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, n'hésitez pas à revenir vers le CRFH pour échanger sur cette situation ou sur une autre et trouver une solution. Parfait, merci. On peut peut-être passer aux échanges. Là, est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Alors oui, je crois que nous avons une nouvelle question de Monsieur Gauvin, toujours au sujet du sujet dont nous venons de répondre. Si ce jeune homme a une RQTH, c'est à l'OF de chercher une solution vers Cap Emploi. Possible comme question. S'il y a une RQTH, il n'y a pas forcément un suivi. Si quelqu'un se propose de répondre. Effectivement, complètement raison. On n'est pas suivi concrètement par un accompagnement spécialisé, donc ce qu'on appelle expert handicap aujourd'hui de Cap Emploi. Il est peut-être effectivement aujourd'hui, alors c'est problématique si je reprenais le cas de l'étudiant, effectivement c'est vrai, il n'y a même pas d'accompagnement à mon avis. Il a pu passer par le réseau, même Pôle emploi ou Cap Emploi, mais pas encore suivi ou pas du tout suivi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'OF peut être une solution, mais tout seul, c'est vrai que c'est assez compliqué. Bon, voilà, donc l'accompagnement des deux pourrait être encore mieux, mais je pense que pour ce cas-là, étudiant, il ne doit de plus être accompagné par un réseau Cap Emploi, ni même par Pôle emploi, ça se trouve. Il est peut-être inscrit à la mission locale, potentiellement. Si je peux me permettre de compléter pour Monsieur Gauvin, alors je ne sais pas si c'était dans la même solution, sur la même situation avec un étudiant aussi, mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que Cap Emploi n'accompagne pas toutes les personnes en situation de handicap, au contraire, accompagne une minorité des personnes en situation de handicap. Et il y en a beaucoup, notamment pour des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, mais qui sortent d'éducation nationale, qui n'ont pas du tout de référent de parcours et qui ne sont pas du tout accompagnés par le service public de l'emploi, que ce soit Cap Emploi, Mission locale ou Pôle emploi. Et c'est souvent à l'OF d'informer cette possibilité-là, d'être accompagné par le service public de l'emploi. C'est important pour l'apprenti, bien sûr, pour sécuriser son parcours. Il y a des aides qui peuvent être mobilisables, que ça soit, on est sur un territoire qui est quand même assez rural, où il peut y avoir des difficultés de mobilité, par exemple, et des aides qui peuvent être mobilisées au-delà du handicap, qui peuvent être mobilisées aussi pour sécuriser les parcours par le service public de l'emploi, notamment. Mais il y en a beaucoup en fait qui ne savent pas de ce droit et de cette possibilité d'accompagnement par le service public de l'emploi et l'OF.
lui, petit à petit, il a cette compréhension et cette connaissance. Il peut faire la boucle et reboucler ou informer son apprenti à s'inscrire à la mission locale ou à Pôle emploi ou à Cap emploi. Donc, important pour l'apprenti, mais aussi par l'employeur qui peut être accompagné dans les démarches de mobilisation des différentes aides autour du contrat d'apprentissage, que ce soit aide de l'État ou aide spécifique handicap avec la GFIP ou le FIPHFP. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, à la fois sur les interventions, mais aussi peut-être sur des expériences, des situations que vous aurez rencontrées avec des employeurs et où il aurait été difficile pour vous de répondre et auxquelles on pourrait essayer ensemble de chercher une réponse et une solution? Donc, l'onglet questions est tout à fait ouvert. Je veux juste préciser, du coup, s'il n'y a pas autant qu'arrivent les questions, j'ai oublié de préciser que la prestation AXIA, elle peut être mobilisée pour une personne qui a certes une RQTH, mais tout autre titre et reconnaissance administrative de son handicap. Dans notre jargon, on parle de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, travailleur handicapé. Donc, tout autre titre peut permettre de mobiliser cette prestation. Et si elle n'a pas encore de reconnaissance administrative de son handicap, mais qu'elle souhaite s'engager dans une démarche de reconnaissance, la prestation AXIA est aussi mobilisable. Donc, dès lors qu'elle a donné son accord, vous pouvez, vous, en tant que partenaire, donner faire le premier pas pour mobiliser cette prestation AXIA. A priori, pas de questions, pas d'expérience. Bon, peut-être, voilà, c'est encore un temps de vous mobiliser. Peut-être un petit film, Kevin, pour illustrer un petit peu ce que c'est que l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Tout à fait. Voilà, et après on reprendra un peu des questions, ça vous permettra peut-être de réfléchir à des questions que vous souhaiteriez poser, c'est le moment ou jamais. Voilà, je vais vous partager du coup cette vidéo. J'invite tous les intervenants à couper leur micro pour éviter les interférences par rapport au son. Voilà. Alors, je m'appelle Jean-Claude Thirier, j'ai 47 ans, j'habite à La Grave. Je prépare un bac pro en électromécanique. J'étais poseur en menuiserie, aluminium, véranda, portail pour les roulants électriques. Et, voilà. Et donc après, accident, maladie professionnelle, travailleur handicapé. Je suis tombé sur la jambe gauche qui m'a fait le talon, le genou, la hanche et la clavicule. Et en fait, j'ai eu en tout 34 fractures. Et le plus important, c'est le talon, les genoux et la hanche. On m'a dit que je ne pouvais plus travailler dans mon métier. Du fait du poids, au niveau des flexions, ça, j'ai beaucoup de difficultés. Tout à coup, on se sent mis un peu, on va dire, à l'écart. Donc j'ai dit non, je ne vais pas me laisser faire, ça ne va pas se passer comme ça. Ça a pris 2 ans quand même pour trouver la solution. J'ai frappé à beaucoup de portes pour ma reconversion et j'ai eu beaucoup de mal du fait de mon âge. Et en fait, dès que le Cap emploi m'a mis en contact avec la GFIP, ça a duré, je crois qu'en 3 mois. Le contrat pro en alternance et tout ça. Par rapport à ce qui en est sorti, j'ai le choix entre 4 métiers. Et dans ces 4 métiers-là, il y avait électromécanicien. J'ai déjà un BP de carrossier taulier peintre. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Et en parlant avec M. Hubel, le patron du garage, on est tombé d'accord sur ça. Bon, en fait, les aménagements de poste, ils y étaient déjà. Parce que le patron lui-même est déjà à des difficultés de flexion, de souplesse, on va dire, et de port de poids. Donc celui-là, il a tout à hauteur d'homme. Même pour les fourgons, les gros moteurs, les boîtes de vitesse, tout ça, on peut tout faire. Dans ce petit intermédiaire, pour lever tout ce qui est poids lourd, tout ça, il est équipé de 2 tablettes, des levages intermédiaires, qu'on ne travaille jamais à genoux, qu'on ne force pas, avec tout ce qu'il faut pour démonter les moteurs ou les boîtes, sans qu'on ait à porter, à forcer, quoi. Disons que là, Jean-Claude, c'était particulier, c'était pas du tout son travail, quoi. Donc il a repris l'école, il a été motivé, quoi. Je me maintiens au niveau des notes, là, j'ai eu la première partie, avec 17 de moyenne. On peut être heureux autrement, à n'importe quel âge, et il ne faut pas abandonner, et il faut y aller.
Donc, voilà un petit reportage qui donne une bonne petite claque à pas mal d'idées reçues, puisqu'effectivement, on voit une personne qui est en reclassement professionnel, donc qui est déjà assez âgée, en contrat d'apprentissage, qui plus est, et qui a quand même 17 de moyenne, ce qui est quand même pas mal. Je crois que nous avons eu entre-temps une nouvelle question de Madame Axel 436. Je vous la partage. Bonjour, pouvez-vous renommer le statut des personnes ne bénéficiant pas encore de RQTH, s'il vous plaît, ou de toute notification MDPH, comme par exemple bénéficiaire? Ah, Wilfried, je crois que vous avez votre micro de coupé peut-être. Et moi, je relisais la phrase. Renommer le statut des personnes en situation de handicap encore. Donc, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, d'accord. Et s'il vous plaît, de toute notification MDPH. Oui, effectivement, aujourd'hui, vous avez dans ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc les DE, BOE, plusieurs critères. Ensuite, après la RQTH, ceux qui sont connus, c'est effectivement les pensions d'invalidité, les rentes, donc ce qu'on appelle les pays ou les rentes, les personnes effectivement comment s'appelle, de guerre, reconnues donc après une guerre, donc effectivement, donc avec j'ai perdu le terme exact, donc après guerre, effectivement, donc une reconnaissance. J'ai perdu les autres. L'allocation adulte handicapé. Bien sûr, pardon, la première. Voilà, je ne les ai pas de tête sous les yeux. La H, donc effectivement l'allocation adulte handicapé, pension. La carte mobilité inclusion. Ouais, alors la carte mobilité inclusion, oui, un petit avec peu. La mention invalidité. Voilà, c'est ça. Donc avec l'invalidité importante à 80%, sinon effectivement on ne va pas avoir la possibilité de l'avoir. Je sais pas ce que j'oublie. Je crois que vous avez à peu près fait le tour des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ouais, je crois pas, ouais, c'est. Si, c'est titre de guerre, mais j'ai perdu le terme exact. Donc voilà. Voilà à peu près les autres titres. Merci. Je crois que nous avons d'autres messages dans le chat. Très bien, parfait. Est-ce que nous aurions d'autres questions ou d'autres remarques, peut-être d'autres partages d'expérience? Il y a quelques questions encore dans le chat. Alors, je crois qu'une personne est en train d'écrire, mais sinon, nous allons arriver à la fin de cette présentation, du coup. Je mets la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans le chat. Bon, ben, je crois que la question ne vient pas finalement. Voilà. Bon, donc on va peut-être clore ce webinaire. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Ah, si, finalement, la question est posée. Qu'en est-il de la nouvelle politique école inclusive? Alors, bon, c'est vrai que ce n'est pas trop le sujet sur l'école inclusive ici, puisqu'on est plutôt en matière d'emploi, donc je ne pense pas qu'il y ait autour de la table des personnes qui puissent répondre à cette question. Donc, du coup, merci, à moins qu'il y ait quelqu'un, hein, enfin, je ne sais pas si c'était vraiment l'objet. Donc, merci à tous. Donc, bon, de nombreuses possibilités, de nombreux outils, au-delà des aides à l'accès à l'emploi dont on a vu qu'elles se cumulaient, aides de droit commun et aides spécifiques, et qu'elles étaient très importantes. Beaucoup de dispositifs aussi pour sécuriser le parcours en alternance des personnes en situation de handicap, de nombreux acteurs et dont vous aurez les coordonnées puisqu'on vous adressera le PowerPoint de ce webinaire, qui peuvent venir en relais par rapport à l'information que vous donnez aux employeurs. Sachez que tous ces acteurs se connaissent entre eux
et que voilà, il faut vraiment un employeur, même si vous envoyez un employeur vers le Cap Emploi ou vers l'AGFIP ou vers le vers le centre, le référent handicap du centre de formation ou le CRFH ou le centre de gestion, enfin, il y aura toujours quelqu'un pour rerouter vers la personne qu'il faut, puisqu'il y a vraiment là un réseau d'acteurs à la fois institutionnels et de terrain qui est important. On va s'attacher avec Kevin à travailler sur une page de notre site internet qui vous permettra donc aussi d'avoir accès à toutes ces informations et de façon synthétique. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Et le replay du webinaire vous sera disponible également sur le site du PRTH Nouvelle-Aquitaine et vous recevrez prochainement le support de présentation du coup. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous, bonne journée.